En octobre 2025, 48 heures ont suffi pour fissurer 20 ans d'attente résignée au Sahel. En 2 jours, une région habituée aux interventions dictées de l'extérieur a imposé son propre tempo, en faisant du désert un espace de décision plutôt qu'un simple arrière-plan de crise. Comment comprendre, pour ceux qui suivent l'actualité du Sahel et d'Ibrahim Traoré, qu'une opération si courte puisse déplacer autant de lignes politiques et militaires à la fois? Dans cette rupture silencieuse, le champ de bataille ne se limite plus aux dunes, mais s'étend désormais aux écrans, aux cartes et aux récits qui prétendent en fixer le sens. Cette vidéo propose de revenir pas à pas sur ces 48 heures décisives, non pour les dramatiser, mais pour comprendre ce qu'elles changent concrètement pour le Sahel. L'enjeu est simple, relier des données froides à des vies concrètes. En suivant la séquence qui mène du premier signal intercepté à la victoire de Tindiban, le récit montrera comment une méthode locale peut, en quelques heures, renverser 20 ans de dépendance stratégique. On y verra comment le Burkina Faso passe du rôle de terrain d'opération à celui de centre nerveux, comment les réseaux chiffrés conçus entre Bamako, Ouagadougou et Niamey redessinent la carte militaire, et comment les décisions politiques se calent peu à peu sur cette nouvelle grammaire opérationnelle. À travers ce fil directeur, les mots Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview, souvent cités dans les Burkina Faso News, seront replacés dans un cadre plus précis, celui d'un choix méthodique qui cherche moins à impressionner qu'à prouver qu'une autre manière de décider c'est possible. La réponse à cette question se lit dans un décalage précis. En octobre 2025, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le temps de la décision n'a plus été dicté par le temps de la menace. Un simple chiffre résume ce basculement. 72 heures ont suffi pour passer de la première alerte à une riposte entièrement conçue et pilotée depuis le Sahel. Jusque-là, l'initiative appartenait aux groupes armés ou aux agendas extérieurs. Les états-majors locaux restaient prisonniers d'un calendrier qu'ils ne contrôlaient pas. Cette fois, un signal intercepté avant l'aube du 2 octobre a déclenché une lecture différente du renseignement. Au lieu d'attendre des validations venues de l'extérieur, les équipes de Bamako, Niamey et Ouagadougou ont assumé leurs propres analyses, en croisant cartes radio, mouvements suspects aux frontières et anomalies logistiques. Dans ce dispositif, le Burkina Faso s'est imposé comme un centre de gravité inattendu, non par un effet d'annonce, mais parce que ces réseaux devenaient le nœud de circulation de l'information. Autour de Ouagadougou, les dépôts de carburant, les allers-retours discrets près des pistes et les messages interceptés au Mali composaient un tableau que seule une observation patiente permettait de lire. Les villages d'Arbinda, de Gao ou de Terra, longtemps associés à l'attente et à l'exil, réapparaissaient sur les écrans comme des points d'alerte à protéger, plutôt que comme des marges sacrifiables. Pour les officiers burkinabés, chaque heure gagnée sur l'incertitude éloignait un peu plus la dépendance structurelle qui pesait sur leurs décisions. La méthode, encouragée par Ibrahim Traoré, tenait en 3 verbes sobres: observer, partager, décider. Dans une salle nue de Ouagadougou, autour d'une carte usée, cette grammaire a été fixée avant même le premier tir, comme si la bataille de Tindiban avait commencé bien avant l'aube, dans la façon dont une région choisissait enfin de lire ses propres signaux, plutôt que d'attendre qu'on les lui explique depuis l'extérieur. Au moment où la région réorganisait silencieusement ses priorités, un acteur jusque-là peu visible s'imposa comme fil conducteur de la transition. Un officier burkinabé formé moins par les honneurs que par l'accumulation de revers collectifs. Son rôle ne reposait ni sur un récit personnel ni sur une mise en scène, mais sur une capacité rare à convertir des signaux épars en décisions partageables. Cette sobriété devint rapidement un repère. Elle offrait une méthode là où,
pendant des années, ne subsistait qu'une succession de réactions tardives. Un premier exemple éclaire cette évolution. Dans une base avancée du Nord, les opérateurs locaux constatèrent que plusieurs relais ennemis changeaient de fréquence de manière irrégulière. Autrefois, ce type d'anomalie aurait été transmis vers l'extérieur en attente d'interprétation. Cette fois, l'équipe forma un petit groupe d'analyse, établit une corrélation avec des déplacements observés la veille et proposa une mise à jour immédiate du protocole de surveillance. Ce geste minuscule mais autonome réduisit un angle mort qui avait coûté cher les années précédentes. Un second cas surgit près d'une zone frontalière où les habitants signalaient des allées et venues nocturnes. Au lieu d'attendre un rapport complet, les responsables locaux contactèrent directement leurs homologues des deux capitales voisines, synchronisant patrouille et cartographie. Cette coordination improvisée devint l'un des premiers tests grandeur réelle du réseau chiffré régional. Ces deux situations ne furent que des fragments, mais elles révélèrent ce qui changeait réellement, la capacité à décider avant que la pression ne s'impose. Cette dynamique s'accordait avec la vision défendue par Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté commence dans ses gestes sobres et reproductibles. Ici, la question n'était plus de savoir si l'autonomie était possible, mais comment la maintenir sans la diluer. L'enchaînement commence avant l'aube, lorsque les signaux interceptés la veille cessent d'être perçus comme de simples anomalies techniques. À partir de 04H00, les transmissions locales convergent sur un même diagnostic. Plusieurs groupes armés s'apprêtent à franchir des zones déjà fragilisées. La veille encore, ces signes auraient alimenté de longues chaînes de validation, ralenties par des filtres extérieurs et par des incertitudes persistantes. Cette fois, les équipes régionales activent leur protocole interne. La séquence s'ouvre par une redistribution rapide des postes d'écoute, une vérification croisée des coordonnées et un échange direct entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Le déclencheur n'est plus un ordre venu d'ailleurs. C'est l'analyse locale, consolidée, assumée. À 04h30, l'ordre initial est donné, bref, presque murmuré, mais suffisant pour enclencher la mécanique opérationnelle. Les unités sahéliennes se mettent en place. Les postes avancés renforcent leur position. Les équipes de transmission ouvrent les canaux prioritaires. Les drones assemblés dans des hangars modestes mais fonctionnels commencent à s'élever dans un ciel encore sombre. Leur trajectoire lente et méthodique trace les premiers contours d'une offensive qui n'a pas encore été nommée, mais qui repose déjà sur un langage commun. Sur les écrans, les signatures thermiques dessinent une carte mouvante. Le désert paraît immobile. Pourtant, il bruise d'informations nouvelles. Le sommet de la séquence arrive au moment où les premiers tirs partent. À 05:00, les batteries SSR-5 du Burkina Faso verrouillent leur cible. Les trajectoires sont calculées sur la base des données partagées en temps réel par les équipes maliennes et nigériennes. La première salve coupe la mobilité ennemie en visant les motos. La seconde désorganise les dépôts de carburant. La troisième touche les tentes de commandement et réduit la cohérence du dispositif adverse. L'ensemble dure quelques minutes. Pourtant, il condense 20 ans de frustration et de silence opérationnel. Les armées locales ne se contentent plus de réagir. Elles définissent le cadre. Les unités avancent sous une couverture coordonnée. Les angles morts se referment les uns après les autres. Les transmissions circulent sans relâche. Le rythme s'accélère. La cohésion devient palpable. Au fur et à mesure que les heures défilent, la scène se déplace. À midi, la colonne ennemie principale perd une partie de sa capacité d'anticipation. Les drones maliens réajustent leur trajectoire. Les unités nigériennes verrouillent les lignes de repli probables. Les soldats burkinabés progressent entre les dunes
guidés par un protocole qu'ils maîtrisent enfin. Dans les villages proches, les habitants entendent les explosions, mais la peur change de direction. Une logique nouvelle s'impose. Le terrain n'est plus subi, il est interprété, puis maîtrisé selon une méthode conçue localement. La séquence se prolonge jusqu'au crépuscule. Le temps court de l'opération laisse place au temps long de la prise de conscience. Les soldats se regardent, les transmissions ralentissent, le bruit se dissipe. 20 années d'incertitude se sont résorbées en 48 heures d'action méthodique. Ce moment conforte la vision portée par Ibrahim Traoré. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une capacité à organiser le réel avant qu'il ne s'impose. Le point de départ de cette section s'observe dans un contraste mesurable. Pendant plus de 2 décennies, les opérations sahéliennes s'étiraient sur des délais lourds, dépendant de validations extérieures, alors qu'en octobre 2025, 72 heures ont suffi pour activer, coordonner et finaliser l'ensemble du dispositif local. Ce passage d'un modèle étendu à un modèle resserré illustre une transition méthodologique nette. Cette réduction radicale du délai révèle une maîtrise accrue du cycle décisionnel. Le premier indicateur chiffré, le plus commenté dans les états-majors, concerne les positions ennemies neutralisées. 120 positions éliminées en moins de 48 heures. Ce volume, replacé dans l'historique régional, constitue un seuil inédit. Il montre que la dispersion ennemie devient un handicap lorsque le renseignement circule correctement. Ce chiffre n'est pas un trophée. Il traduit un rapport nouveau entre observation, transmission et action. Les données techniques venues des drones maliens, les ajustements opérés par les unités nigériennes et les tirs calculés des batteries burkinabées composent une architecture cohérente où chaque fonction renforce l'autre. Ce n'est pas la puissance matérielle qui explique le résultat, mais la synchronisation. Le deuxième indicateur touche à l'étendue du théâtre opérationnel. Près de 6 couverts de manière coordonnée. Dans le passé, une telle superficie exigeait des appuis extérieurs, des relais multiples, des chaînes de transmission longues et souvent fragiles. Cette couverture étendue valide la solidité du maillage radio conçu l'année précédente. Le réseau chiffré, testé simultanément dans les 3 capitales régionales, assure une continuité inédite. Les patrouilles ne s'ignorent plus, les relais ne saturent plus, les distances n'imposent plus d'intervalles d'incertitude. La cohérence du terrain ne dépend plus d'infrastructures importées, mais de structures pensées localement, capables de résister aux contraintes propres au Sahel. Le troisième indicateur concerne les pertes civiles, un taux inférieur à 3% malgré l'intensité des frappes. Ce pourcentage, exceptionnel dans ce contexte, met en évidence une sélection rigoureuse des cibles. Il souligne la priorité accordée à la protection de populations déjà fortement éprouvées. Les équipes d'analyse ont multiplié les vérifications avant chaque intervention, intégrant les flux d'images, les signaux thermiques et les mouvements inhabituels. Les habitants des zones frontalières, longtemps exposés à des opérations imprévisibles, deviennent bénéficiaires d'une doctrine qui place désormais la précision au centre. À travers ces 3 chiffres, une structure se dessine, celle d'une souveraineté opérationnelle qui ne tient ni à un commandement unique ni à une centralisation excessive, mais à une circulation stable de l'information. C'est sur ce point que la vision portée par Ibrahim Traoré trouve un écho particulier. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir des résultats immédiats, mais de poser les bases d'un modèle reproductible, capable de fonctionner en dehors des cadres importés. L'efficacité observée ne provient pas d'une puissance nouvelle, mais d'une méthode consolidée. Pour les ingénieurs dispersés entre Bamako, Ouagadougou et Niamey,
Ces indicateurs valident des mois de tests réalisés dans des conditions limitées. Le réseau chiffré a résisté aux surcharges. Les protocoles d'alerte ont fluidifié la circulation du renseignement. Pour les soldats burkinabés, ces données ne représentent pas des abstractions. Elles signifient des vies protégées, des villages épargnés, des lignes de front plus lisibles. Les chiffres, souvent présentés comme un récit froid, deviennent ici des preuves d'une transformation structurelle. Le Sahel cesse d'attendre pour agir selon une logique qui lui appartient enfin. Deux critiques majeures émergèrent immédiatement après l'offensive sahélienne, chacune s'appuyant sur des arguments structurés qui méritent d'être examinés avec précision. La première mettait en avant un risque institutionnel clair. Selon cette lecture, la rapidité de la riposte, son exécution en quelques heures, et l'absence d'appui extérieur apparent traduisaient une forme de témérité militaire. Les observateurs inquiets soulignaient qu'une souveraineté opérationnelle trop affirmée pouvait conduire, même involontairement, à des dérives politiques. Pour eux, la vitesse par nature court-circuitait des contre-pouvoirs encore fragiles dans la région. La critique reposait sur un scénario plausible, celui où l'urgence sécuritaire deviendrait un prétexte pour contourner les équilibres civils. La seconde critique développait une thèse différente mais tout aussi cohérente. Elle soutenait que la dynamique sahélienne ressemblait davantage à une mobilisation émotionnelle qu'à une transformation institutionnelle durable. Selon cette position, l'opération demeurait une démonstration de force destinée à rallier une opinion lassée des interventions extérieures sans garantir que les gains tactiques puissent se maintenir sur le long terme. Les sceptiques évoquaient le risque d'un modèle fondé sur l'enthousiasme patriotique plutôt que sur des structures solides capables de résister aux crises futures. Ces deux arguments, pris séparément ou ensemble, formaient un Stillman robuste. Ils s'appuyaient sur des inquiétudes réelles ancrées dans 20 années d'instabilité. Pourtant, confrontés aux données opérationnelles, leur solidité diminuait. L'offensive n'était pas le résultat d'une impulsion soudaine. Elle reposait sur des réseaux chiffrés testés pendant un an sur des protocoles communs éprouvés dans plusieurs capitales et sur des transmissions enfin stabilisées. Aucun soutien extérieur opaque n'apparaît dans la séquence. Les ajustements tactiques étaient continus, les cibles sélectionnées avec rigueur et les pertes civiles limitées. Ainsi, lorsque les critiques sont confrontés à la méthodologie réelle observée sur le terrain, une conclusion s'impose. La réussite de l'opération ne procède ni d'un élan populiste ni d'une centralisation autoritaire, mais d'une autonomie conçue patiemment, alignée sur des pratiques reproductibles. Ce moment précis marque la transition entre une riposte maîtrisée et une démonstration structurelle d'autonomie. Jusqu'alors, la coordination des trois capitales sahéliennes pouvait encore être interprétée comme une réponse circonstancielle à une menace imminente. Mais au cœur de l'opération, une évidence s'impose. Les transmissions, les drones et les unités avancées ne fonctionnent plus comme un assemblage ponctuel mais comme un système complet pensé pour s'auto-alimenter. La cohésion n'est plus une ambition, elle devient un fait observable. Le midpoint reveal apparaît dans cette synchronisation organique. Chaque unité ajuste son mouvement en fonction des autres, sans délai visible, sans dépendance extérieure. Les drones maliens guident les trajectoires, les unités nigériennes verrouillent les appuis, les positions burkinabées stabilisent l'ensemble. Le désert, autrefois fragmenté et imprévisible, se transforme en espace lisible. Le Sahel cesse de subir le terrain, il le façonne. C'est ici que la vision défendue par Ibrahim Traoré trouve sa portée opérationnelle. L'autonomie n'est plus un horizon lointain. Elle se manifeste en temps réel sous la forme d'une grammaire commune capable de maintenir la cohérence sans recourir à des structures extérieures.
Les retombées de l'offensive sahélienne ne se résument pas à un succès tactique. Elles s'étendent à quatre sphères distinctes où s'observent des transformations concrètes et mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces évolutions prennent la forme d'ajustements structurels qui réorientent les priorités d'une région longtemps fragmentée. Chaque niveau, institutionnel, économique, social et régional, enregistre un changement propre, révélateur de la profondeur du basculement de 2025. Niveau étatique. Institution. La première conséquence se lit dans l'appareil étatique burkinabé, où la cohérence administrative, fragilisée depuis 2 décennies, retrouve une continuité fonctionnelle. L'opération d'octobre modifie la hiérarchie implicite des dépendances. Les validations étrangères perdent leur rôle central, remplacées par une logique d'initiative interne. Les ministères concernés ajustent leurs priorités autour de trois axes: souveraineté opérationnelle, maîtrise technique et consolidation des partenariats régionaux. Cette évolution renforce la lisibilité des décisions publiques et redonne au Burkina Faso une capacité à engager le dialogue d'égal à égal avec ses interlocuteurs. L'État ne s'inscrit plus dans une posture d'attente, mais dans une dynamique structurée soutenue par la méthode instaurée durant l'offensive. Secteur économique, dynamique et investisseurs. Sur le plan économique, l'impact se manifeste à travers une stabilisation inattendue. Les investisseurs étrangers, longtemps réticents, observent une baisse relative de l'incertitude sécuritaire. Les flux financiers ne reviennent pas massivement, mais certains mouvements pilotes réapparaissent dans les secteurs les plus sensibles à la stabilité, logistique, technologie et communication. En parallèle, des pôles émergent autour de Bamako, Niamey et Ouagadougou se structurent autour de la cybersécurité et des infrastructures numériques. Cette dynamique ne repose pas sur un afflux d'extérieur, mais sur la montée en compétences d'ingénieurs locaux dont les réseaux chiffrés ont prouvé leur robustesse pendant l'opération. L'indépendance stratégique cesse alors d'être perçue comme un risque. Elle devient un moteur de diversification. Population, vie quotidienne et dignité. Pour les populations, surtout dans les zones frontalières, les effets sont immédiats et tangibles. La diminution des attaques dans certaines zones contribue au retour progressif d'habitants autrefois déplacés. Les écoles improvisent des cours autour de la doctrine intelligence, mobilité, unité, signe que le récit de la sécurité est désormais intériorisé plutôt qu'importé. Les marchés reprennent un rythme régulier. Les radios locales deviennent les premiers relais d'informations fiables et les villages rompent avec une décennie de dépendance à des bulletins extérieurs. L'autonomie opérationnelle se traduit par une autonomie narrative. Les communautés relisent elles-mêmes les événements, sans médiation. Région, coopération et géopolitique. À l'échelle régionale, l'alliance Mali-Niger-Burkina acquiert une profondeur nouvelle. Une structure de sécurité coordonnée, ancrée à Niamey plutôt que dans des centres extérieurs, apparaît progressivement. Cette évolution marque un glissement symbolique majeur. Les priorités stratégiques africaines sont définies depuis le continent. L'expérience sahélienne attire l'attention discrète d'autres États observant la possibilité d'un modèle reproductible. Cette recomposition ne garantit pas une stabilité durable, mais elle démontre qu'un cadre local peut supplanter des décennies de dépendance structurelle. À travers ces quatre sphères, le constat s'impose. La victoire militaire n'est qu'un point d'ancrage. La marque d'Ibrahim Traoré réside dans cette recomposition méthodique, où chaque niveau renforce la capacité du Sahel à se définir par lui-même. Les mois suivant la victoire de Tindiban n'ouvriront pas un chemin unique. La dynamique sahélienne encore récente peut se prolonger ou s'éroder selon la manière dont les États
les institutions et les communautés géreront la transition. Trois trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir, chacune fondée sur les signaux déjà observés et sur les contraintes accumulées depuis 20 ans. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres d'interprétation capables d'éclairer les choix futurs. Scénario probable, base case. Dans l'hypothèse la plus réaliste, l'Alliance sahélienne préserverait sa cohérence opérationnelle. Les réseaux chiffrés continueraient de fonctionner de manière stable, les unités régionales maintiendraient un niveau de coordination suffisant et les réformes administratives progresseraient lentement mais sans rupture. Les améliorations sécuritaires resteraient localisées, particulièrement dans les zones déjà stabilisées, tandis que les régions périphériques avanceraient à un rythme plus irrégulier. Le principal risque serait la fatigue institutionnelle. Maintenir un effort quotidien exige de la discipline et la moindre dispersion des priorités pourrait affaiblir la trajectoire. Scénario favorable. Optimistic case. Dans la version la plus positive, l'expérience sahélienne gagnerait une dimension régionale élargie. Des pays voisins pourraient s'inspirer de la doctrine intelligence, mobilité, unité pour adapter leur propre structure de sécurité. Les partenariats sud-sud se renforceraient, les tensions diplomatiques diminueraient partiellement et les sanctions internationales pourraient s'assouplir. Une telle évolution installerait le Sahel comme un laboratoire d'autonomie stratégique. Mais ce scénario repose sur une gouvernance exigeante, capable de résister aux divisions internes et aux pressions extérieures. Scénario fragile, worst case. La trajectoire la plus instable verrait réapparaître des tensions politiques entre les membres de l'Alliance, des divergences de priorités amplifiées par des campagnes de désinformation ou des contraintes internes pourraient fragiliser la cohésion militaire. Les partenaires économiques se retireraient, la confiance régionale s'éroderait et la victoire de Tindiban risquerait de devenir un précédent isolé plutôt qu'un levier durable. Ce scénario rappelle qu'aucun acquis n'est garanti si les structures ne se synchronisent pas. Entre ces trois scénarios, une méthode s'impose: raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. Si les infrastructures zoniques techniques restent alignées, si les acteurs locaux conservent une cohérence commune et si les priorités sécuritaires ne se dispersent pas, alors la région peut consolider ses avancées sans dépendre des fluctuations extérieures. Les effets de l'offensive sahélienne ne se limitent pas aux institutions ou aux lignes de front. Ils touchent directement les publics qui observent, commentent ou vivent les recompositions de 2025. Trois groupes, chacun animés par une expérience propre du Sahel, ont interprété les événements de manière distincte. Leur regard façonne la manière dont la transformation est perçue au-delà du champ militaire. Groupe A. Ceux qui y voient d'une leçon de lucidité. Pour une partie du public, la victoire de Tindiban constitue moins une prouesse tactique qu'une démonstration de clairvoyance. La capacité d'une région fragilisée à produire sa propre méthode, à la tester, puis à l'assumer, apparaît comme la preuve qu'un territoire peut reprendre l'initiative sans attendre des solutions importées. Ce groupe lit les événements comme une confirmation. Une décision locale peut reformuler un destin collectif. Groupe B. Ceux qui observent avec prudence et curiosité. Un autre ensemble, marqué par les crises accumulées, accueille le changement avec un mélange de réserve et d'intérêt. Pour eux, la dynamique sahélienne agit comme un miroir. Elle montre ce qu'un espace autrefois dépendant peut accomplir lorsque son récit cesse d'être dicté de l'extérieur. Ce regard n'est ni enthousiaste ni hostile, il cherche à comprendre comment la stabilité pourrait s'amarrer durablement à une autonomie émergente. Groupe C, ceux qui y voient un laboratoire.
Un dernier groupe interprète la transformation comme un modèle à étudier. La doctrine intelligence, mobilité, unité n'est plus perçue comme un slogan, mais comme une structure technique et organisationnelle potentiellement reproductible. Leur question n'est pas de savoir si l'expérience peut durer, mais comment elle pourrait être adaptée ailleurs. À travers ces trois regards, une même impression se dessine. Ce basculement parle moins d'une bataille que d'une capacité collective à redéfinir un horizon. Transformer une victoire ponctuelle en architecture durable exige une méthode précise, mesurable et reproductible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique sahélienne s'oriente vers une série d'étapes structurées, chacune définie par des acteurs, un calendrier et un indicateur d'évaluation. Cette séquence vise moins à accélérer qu'à stabiliser, en ancrant les acquis tactiques dans des pratiques administratives et opérationnelles continues. Harmoniser les forces sahéliennes, qui, état-major du Burkina Faso, du Mali et du Niger, quand, dans les 6 prochains mois, mesure temps de réaction unifié et transmission stabilisée. L'objectif est d'aligner formation, procédures et canaux pour rendre la cohérence militaire indépendante des variations politiques. Convertir les anciens axes de conflit qui, administration locale et ingénieurs civils, quand, sur une période glissante de 12 mois. Mesure, reprise des échanges et normalisation progressive des itinéraires. L'enjeu consiste à transformer les zones autrefois disputées en corridors fonctionnels où logistique et agriculture renforcent la stabilité. Consolider les réseaux techniques locaux. Qui équipe numérique de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Kant. Mise à niveau continu. Mesure, résilience du réseau et réduction des interruptions critiques. Cette étape prolonge l'avantage informationnel acquis pendant l'offensive en renforçant les infrastructures déjà éprouvées. Réduire les tensions intercommunautaires. Qui, autorités locales, médiateurs civils et associations culturelles. Mesures, participation au programme d'échange et diminution des incidents dans les zones frontalières. La cohésion sociale devient un pilier opérationnel, non un objectif secondaire. Créer un conseil permanent de coordination. Qui, les trois gouvernements sahéliens, rôle, harmoniser diplomatie, infrastructure et gestion de crise. Mesure, continuité des politiques et capacité d'anticipation collective. Ce cadre vise à éviter la fragmentation institutionnelle qui avait affaibli la région pendant 20 ans. À travers ces étapes, la méthode promue par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une perspective durable, une souveraineté fondée sur des pratiques mesurables plutôt que sur des proclamations. Lorsque la poussière retomba sur les zones reprises, un motif déjà aperçu réapparut, non comme une scène répétée, mais comme une résonance. L'idée d'un espace dépouillé où se prend une décision claire, loin des discours, face à une carte simplifiée du Sahel. Ce n'était plus la salle évoquée plus tôt, mais l'écho d'une même sobriété méthodologique. Dans cette lumière discrète, les soldats comme les habitants reconnaissaient ce qui venait réellement d'être construit, une capacité à se tenir debout sans attendre que d'autres définissent les priorités à leur place. Au milieu de cette nouvelle routine, Ibrahim Traoré observait la transformation avec la même retenue et retenue qui avait accompagné les premières étapes de l'offensive. La victoire n'était pas célébrée comme une rupture héroïque, mais comme un passage, celui où une région admet que la souveraineté se mesure à la constance plus qu'au bruit des armes. Les villages frontaliers recomposaient leurs gestes, les marchés reprenaient une respiration normale,
et les récits circulaient à nouveau entre les communautés. Une idée simple s'imposait. La force n'a de sens que si elle élève. La transformation du Sahel ne se résume pas à une opération réussie ni à une série de décisions techniques. Elle prend forme dans les gestes du quotidien, les routes qui se rouvrent, les voies locales qui reprennent le premier rôle, les communautés qui redécouvrent leur capacité à définir leurs propres priorités. Cette autonomie en devenir ne dépend pas d'une célébration, mais d'une vigilance partagée. Elle rappelle qu'un territoire se renforce lorsqu'il discute, ajuste et repense sans relâche ce qu'il veut protéger. Dans un contexte où l'attention internationale fluctue rapidement, la cohérence interne reste le socle le plus solide. Chacun peut y contribuer, que ce soit